Bienvenue sur les nouvelles filles de la campagne. Les filles que vous allez rencontrer sont arrivées il y a quelques mois, quelques années. D'autres sont natives du territoire, ce qui ne les a pas empêchées d'aller explorer d'autres lieux. En les rencontrant, ce fut une évidence, c'étaient elles mes nouvelles héroïnes. Elles étaient dans l'hôtellerie, dans le soin, dans l'enseignement. Maintenant, leurs journées sont rythmées différemment. Alors soit par les animaux, les marchés de producteurs, la météo. Elles ont eu le courage de tout remettre en question en changeant de vie, en changeant de métier, en mettant plus de sens dans leur quotidien. Je suis Sandrine et dans ce podcast, je vais vous partager nos conversations qui, je l'espère, vous feront réfléchir, vous feront plaisir, sourire et peut-être vous donneront envie de sauter le pas ou pas. Ensemble, on vous parlera de ce que leur procure ce changement de territoire, de vie et de métier. Les nouvelles filles de la campagne ont 25 ans, 50 ans, peu importe. Ce qu'elles ont en commun, c'est une sacrée volonté. Elles ont du courage, elles sont passionnées, passionnantes et certainement un peu inconscientes. Alors aujourd'hui, je reçois Sophie. Bonjour Sophie. Et bonjour. Est-ce que tu peux te présenter, alors nous dire qui tu es et de qui est composée ta famille ? Et je suis Sophie et ma famille est composée de Pierre-Yves, mon conjoint, et de 2 enfants, Élise et Gaston. Ils ont quel âge ? 5 et 3 ans. Alors nous vivons à Saint-Paul-la-Roche, en Dordogne. C'est dans une petite fermette que nous avons achetée il y a 6 ans, qui est entourée de nos jardins maraîchers, de la prairie aux chèvres, de prairies fleuries en ce moment, de l'étang et de la chienne. Ta vie d'avant, c'était où ? Alors ma vie avant je vivais en Belgique, je vivais à Liège et je travaillais à Bruxelles. On va rentrer dans le vif du sujet. Si on commence par le changement de territoire, alors déjà vous avez changé, non pas de région, mais vous avez changé de pays. Pourquoi changement de pays ? Pourquoi la Nouvelle-Aquitaine ? Pourquoi la Dordogne ? On a décidé de changer de pays parce qu'on a été voir 2-3 endroits en Belgique pour acheter une ferme et où c'était, si on voulait acheter ce qu'on voulait, ce qu'on désirait. Ouais. Pour le projet agricole, c'était un endettement à 50 ans. D'accord. Et en plus de ça, on voulait une région assez isolée les uns des autres. En Belgique, il y a 11 millions d'habitants pour... un pays qui est grand comme la Dordogne, donc on est tous les uns sur les autres. Et j'ai une copine qui habite en Aveyron. On est allé voir un peu l'Aveyron et je ne sais pas vraiment pourquoi. On est arrivé en Dordogne pour visiter des maisons. Un peu le hasard, quoi. Et bon, l'Aveyron, c'était cool, mais c'était un peu trop cher pour nous. Et donc, la Dordogne nous plaisait en termes de paysage et les quelques personnes qu'on a rencontrées au moment où on visitait les maisons nous paraissaient sympas et accueillantes. Il y avait quand même le facteur météo qu'on a considéré. Pour le projet, par rapport au projet ? Par rapport au projet, oui. Par rapport à la Belgique, il y a beaucoup plus d'heures d'ensoleillement sur une année. Et pour faire pousser les légumes, c'est pas mal. Et il y pleut. Ouais. Il y pleut autant qu'en Belgique. Bon, c'était les données de 2014, donc voilà, on est en 2023, ça a sûrement changé. Mais on ne voulait pas être dans le sud de la France où on allait peiner pour avoir de l'eau et faire pousser les légumes. Donc le territoire, finalement, se prêtait bien au projet. Oui. C'est ça. Et ça remonte à quelle année ? Alors, on est venu visiter en 2016. Oui, 2016. Vous aviez voyagé avant tout ça ? On est parti en Nouvelle-Zélande avec Pierre-Yves, vivre 4 mois dans des fermes et faire de la randonnée. Donc, on a fait du woofing dans des fermes maraîchères. Apprendre à travailler à 2. Ce qui était pas mal. Ça, c'est avant, c'est dans la construction de votre projet ? En réalité, on est parti fin décembre 2015 à fin mars 2016. Et au mois de mai, on partait en France pour visiter des maisons. Donc, c'était avant. En fait, tout s'est un peu enchaîné. Complètement. Ça s'est bien passé en Nouvelle-Zélande ? Eh bien, ça s'est bien passé. C'est un super pays et on rencontre des gens super riches et super serviables. Le retour a été très compliqué. Et sinon, c'était aussi très chouette. Quand on est en voyage, je pense qu'on apprend à se connaître soi et davantage l'autre aussi. Et c'était une chouette expérience à faire, je pense, avant de quitter notre propre pays pour faire ce qu'on allait faire, quoi. Alors, vivre sur un territoire rural, pour toi, c'est comment ? Qu'est-ce qui te plaît ici ?
Mais le calme, parce qu'on vivait donc En ville. on bossait en ville, dans un hôpital donc complètement renfermé. Et ce qu'on apprécie aussi particulièrement dans notre village, dans ce secteur du Périgord, c'est le côté un peu alternatif comme ça, où en Belgique c'était inexistant, j'ai l'impression. Ça veut dire quoi pour toi le côté alternatif, pardon? Eh ben, c'est le côté où tout le monde peut être habillé n'importe comment, tout le monde s'en fiche, les gamins ils dansent avec les papis et les mamies, c'est le côté naturel. On enlève un peu les codes? On enlève les codes, il n'y a pas de matérialisme, ou s'il y en a, il est pas très visible. C'est ça que vous veniez aussi chercher, tu penses? C'était un souhait? Ou c'est caché, quelque chose alors. que tu as découvert? C'était un souhait caché, ouais. C'est quelque chose que j'ai découvert, ouais. Je vais ajouter une question qui me vient spontanément, mais est-ce que ça veut dire que la Sophie qui habitait à Liège et qui travaillait à Bruxelles, c'est pas la Sophie que j'ai en face de moi aujourd'hui? Sans doute, oui. Physiquement, tu vois, la manière dont tu peux t'habiller ou être? Eh bien oui, avant, c'était pas possible d'aller à la pharmacie en sabot et en short, quoi. Donc ça a changé. Et là, maintenant, j'y vais sans scrupule. Je sais que personne ne me regarde. En Belgique, on allait... j'allais être jetée, quoi, et peut-être mal considérée. Si on reprend un peu l'histoire, le changement de territoire, c'est amorcé en même temps que votre changement de travail, puisque c'est pas que ton projet, c'est un projet commun. Pourquoi un changement de travail? Alors, est-ce que tu peux nous rappeler ce que vous faisiez l'un et l'autre à Liège, à Bruxelles, du coup? Oui, Pierre-Yves, il était infirmier, il travaillait en soins palliatifs dans un hôpital à Liège, lui. Ouais. Et moi, j'étais diététicienne pédiatrique et je travaillais dans un hôpital pour enfants malades. Et D'accord. j'adaptais l'alimentation en fonction de la maladie. Je travaillais avec des enfants qui ont une maladie métabolique, donc ils naissent avec cette maladie. Donc ils ont un régime à suivre à vie qui est un régime absolument horrible. Et donc je voyais les enfants depuis la naissance jusqu'à leurs 18 ans. Enfin, je n'ai pas travaillé 18 ans à l'hôpital, mais on les suivait pendant leur croissance. C'est quand même des métiers avec beaucoup de valeur et beaucoup de sens et d'utilité. Et c'était ça, sans prétention. Pour les enfants avec lesquels je travaillais, le seul traitement, c'était le régime. Donc c'était hyper valorisant de savoir que, bon, je ne faisais pas toute seule, il y avait toujours un docteur pour superviser mes calculs, mais c'était hyper valorisant de voir le résultat, d'éduquer les enfants, les parents. On faisait des ateliers aussi un peu d'éducation à la santé avec tous les enfants qui avaient la même maladie. Donc on leur apprenait à cuisiner certains trucs. C'était un très chouette boulot. Je fais une aparté, mais du coup, tu as un diplôme, une formation de nutritionniste, diététicienne à la base, et après un peu spécifique par rapport à... La pédiatrie. D'accord. Donc c'était 3 ans de diététique et puis 1 an de spécialisation en pédiatrie. Ok. Donc, dit comme ça, c'est des métiers quand même avec beaucoup de sens, beaucoup de valeur, beaucoup d'utilité. Pourquoi vous décidez de changer de métier? Mais notre boulot actuel a aussi du sens et de l'utilité, ouais, tout à fait. À mes yeux. Ouais. En fait, moi, à chaque anniversaire, quand j'étais petite, on me demandait ce que je voulais et je disais une chèvre ou des ânes. Bon, je les ai jamais eus. Et en fait, j'ai l'impression que moi, mon parcours, c'était que déjà petite, je rêvais d'avoir des animaux. Quand j'ai dû étudier pour avoir ce diplôme de diététicienne, je disais à mes parents que, en fait, je voulais pas faire ça, je voulais faire fermière. Et puis en fait, j'avais toujours un projet agricole dans le fond. En tête? Oui, en tête. Dans ton cœur? Mais j'ai jamais voulu me lancer toute seule, en fait. Ça me faisait peur de me lancer toute seule en tant que femme. Et en fait, quelque part, inconsciemment, j'ai attendu la rencontre avec Pierre-Yves, qui lui avait aussi un projet agricole en tête. Et voilà, et puis on s'est rencontrés, on a voyagé, et ça s'est concrétisé assez vite, quoi. C'est un peu ça l'histoire. Mais pour revenir au sens, donc avant j'étais diététicienne pédiatrique et j'aidais les gens à être en bonne santé grâce à l'alimentation, et maintenant on nourrit les gens, quoi. Donc il y a quand même une continuité. Il y a un lien, non? quoi. Ouais. Ouais. Est-ce que ça a été dur de renoncer quand même à vos anciens jobs?
Ça n'a pas été dur. Moi, mes collègues savaient que qu'à 45 ans, je voulais plus être sur mon vélo à Bruxelles parce que j'y allais en train et en vélo quand même. Donc, c'était sûr et certain qu'un jour, je partirais pour faire ce projet agricole. Alors, c'est toujours dur de quitter un lieu, évidemment, parce qu'on quitte une équipe, on quitte des patients. Pierre-Yves et moi, on s'est donné la chance de ne pas avoir de regrets. Ouais, plus tard. C'est ça. De se dire à 50 ans, mince, on n'a jamais fait ce qu'on voulait. Vous n'aviez pas les enfants à l'époque, hein? Non. Les enfants, c'était 2. Ouais. Comment ton entourage a réagi? Donc, quand je parle d'entourage, ça peut être ta famille, ça peut être tes collègues, tes amis, enfin voilà, l'entourage proche. Comment ils ont réagi à ce changement de métier et de territoire, ou de territoire et de métier? Bon, pour les parents, évidemment, c'était difficile de nous voir quitter le pays, puisque ça voulait dire éloignement, donc on peut comprendre. Mais compréhension totale pour le changement de métier. Sauf peut-être pour le papa de Pierre-Yves, qui est un enfant d'agriculteur et qui a vu ses parents travailler toute sa vie. Bon, c'était évidemment il y a 2 générations, mais donc pour lui, on allait réitérer un peu son passé, quoi. Donc lui, il a eu plus difficile, mais dans l'ensemble, ça s'est bien passé et mes amis trouvaient ça trop bien. Puis dans tous les cas, je pense que même si j'avais eu des réflexions venant de mes amis ou quoi, on était tellement décidés qu'on allait y aller coûte que coûte. Enfin, de mes amis ou même des parents. Enfin, s'il avait fallu écouter les parents, on serait resté en Belgique, mais on les a pas écoutés. Et on l'a bien fait. Ouais, je pense. Est-ce que tu penses qu'il y a un bon moment pour passer le cap? Alors, quand je parle de passer le cap, ça peut être de changement de territoire comme de changement de métier, l'un ou l'autre, les deux. Est-ce que tu penses qu'il y a un moment opportun dans la vie? C'est difficile de conseiller, mais moi je dirais quand la situation s'y prête, quoi, et quand il faut quand même un peu aussi mûrir, enfin réfléchir son projet et pas se lancer en se disant ouais, je vais faire des chèvres et puis on n'a jamais traité une chèvre, quoi. Il faut quand même un peu, je pense, réfléchir en termes d'investissement, de technique. Est-ce que c'est vraiment ce boulot-là qu'on a envie? C'est des longues journées, enfin. Parce que finalement, toi, ton métier, tu l'avais pas testé. Enfin, ton nouveau métier, tu l'avais pas testé avant. Je l'ai testé, si on peut le dire, un peu en Nouvelle-Zélande, quoi, ouais. Voilà. Mais ouais, c'est vrai. Ouais, il y avait quand même cette période transitoire où vous êtes allé vous mettre à l'épreuve. C'est ça. Ça peut être un bon conseil, finalement. Eh ben ouais, c'est vrai que maintenant que tu le dis. Ah, c'est de faire un vie, ma vie, quelque part. Enfin. Ouais, complètement. C'est ça. Même si c'est pas la même chose, parce que là, on finissait nos journées, mais quelque part, on s'en fichait si toutes les patates étaient pas ramassées, parce que c'était pas les nôtres. Bien sûr. Que là, quand il est 20h et qu'on n'a pas fini aux patates, on croise les doigts pour pas qu'il pleuve la nuit. Enfin, c'est pas la même pression, mais quand même, on apprend. Et puis en couple, si c'est un projet de couple, c'est pas mal de faire l'expérience à 2, quoi. Ouais. Parce que on se connaît en tant que couple, mais on se connaît pas en tant que collègue, exact. On a tous des méthodes de travail différentes. Et suite à ce voyage ou cette expérimentation, il n'y a pas un moment donné où vous vous êtes dit non, finalement. Jamais. D'accord. Est-ce que tu peux m'expliquer comment vous vous êtes formé? Donc Pierre-Yves, il avait fait pas mal de woofing en Nouvelle-Zélande, donc il s'y connaissait quand même un peu en maraîchage. Et pour ma part, en arrivant ici, j'ai fait un BPREA. Ouais. Au lycée agricole de Périgueux, là, et voilà, on a fait quelques stages. Ils expliquent les différentes étapes pour l'installation agricole, ce qui est pas mal. Et puis on s'est créé un petit réseau déjà, parce que quand on est arrivé, on connaissait évidemment personne, donc voilà, c'était pas mal de faire ce BPREA pour tous ces aspects. Tu fais des stages pendant ce diplôme? Oui, 2 stages de 5 semaines. Qu'est-ce que t'es allé où? T'as fait quoi? Je suis allée chez un maraîcher à Busserolles qui est en autonomie complète en eau et en électricité, qui travaille en traction animale. Parce qu'au départ, j'aurais bien voulu travailler en traction animale. Et donc, c'était l'occasion de tester. Et l'autre stage, il fallait choisir une autre option. Donc, j'ai choisi l'arboriculture. Je suis allée chez un pomiculteur bio, donc. Pas loin d'ici. Et super cool, tout petit, travaille tout seul. Quelles ressources ou quelles personnes t'ont aidé tout au long de cette transition de carrière? Il y a des... Eh bien, notre première année, on a été suivis
par AgroBio, donc c'est une association en Dordogne qui promeut la bio. Et en fait, elle organise une formation qui s'appelle la formation maîtrise des pratiques. C'est-à-dire que la première année, on avait un parrain, un tuteur, un référent, qui venait nous voir tous les 15 jours. Donc c'était de notre choix, bien sûr. Et on faisait le tour du jardin, répondait à nos questions, il nous disait, il observait, il nous disait ce qui allait pas, voilà. Enfin, tu as une espèce d'accompagnement pendant le... C'est ça, pendant la première année, ça dure 1 an donc. Et c'était vachement rassurant. Si on rentre un peu dans le concret de ton métier, de votre métier, est-ce que tu peux me décrire une journée ? En maraîchage, le rythme, en maraîchage ou peut-être dans d'autres, mais le rythme est fort différent l'été de l'hiver. Oui. Et on fonctionne pas mal au final avec la lumière du soleil. Mais là, on est en été, donc je peux décrire une journée d'été. Si tu veux. Eh bien, ma journée, je parle de la mienne, parce que celle de Pierre-Yves n'est pas la même, c'est traite des chèvres, parce qu'accessoirement, on a quelques chèvres pour notre production personnelle, donc je traite les chèvres. Puis on a quand même 2 enfants. Il est quelle heure, là ? Il est 6 heures. On a 2 enfants en bas âge dont il faut s'occuper pour partir à l'école, tout ça. Donc, je m'en occupe. Et puis après, c'est récolte. Alors, la répartition des légumes, elle est faite de telle sorte que moi, je fais tomates, concombres, courgettes. Mais donc, vous avez chacun vos légumes ? Bien sûr. D'accord. Mais comme ça, le matin, il n'y a pas à dire est-ce que tu as fait ci ou est-ce que tu as fait ça. C'est une répartition et on sait que chacun a ses légumes, quoi. Ok, très bien. Et c'est des légumes qu'il faut récolter tous les jours ou tous les 2 jours. Et donc, j'y suis pendant 1 heure et demie à récolter. Voilà. Puis après, c'est en fonction du jour, c'est préparation de commandes pour les magasins ou pour les livraisons de collègues ou préparation du marché. Donc, les légumes, vos légumes, on peut les trouver au marché, en Biocoop. À la ferme. À la ferme, donc c'est vrai que tu fais un point relais, en tout cas on peut venir les chercher chez toi. Et après il y a autre chose ? Et à la cantine du village. Ah top, ok. Alors ta journée, donc là tu es en train de préparer les commandes pour les magasins, etc. Ensuite, en fonction sûrement que c'est l'heure de midi, sinon on va désherber parce que cette saison, tout pousse. Ouais. Et puis, il y a quand même de temps en temps des plantations patates ou choux, donc des gros chantiers à faire. Mais ça, c'est pas tous les jours, quoi. C'est par période. Par période, c'est ça, oui. Mais en été, là, la grosse partie, c'est récolte et désherbage quand même. Hein. Et est-ce que c'est la partie la plus intense en ce moment de travail, je veux dire ? La plus physique, tu veux dire ? Oui, la plus physique. La récolte, c'est quand même pas mal physique parce que les caisses de légumes, il faut les porter, il faut les ranger, tout ça. Le désherbage, c'est physique quand il fait 35 degrés. Ouais. Sinon, ça va. Et est-ce que ça veut dire que l'hiver, c'est plus cool ? L'hiver, il n'y a pas de pression. On fait un peu ce qu'on veut. C'est-à-dire que les légumes, on les récolte quand il y a besoin. Les haricots, on ne peut pas se dire on les récolte quand il y a besoin. Ouais. Parce que sinon, ça va faire des gros haricots. Ou des légumes pas présentables, voilà. Donc, il y a une régularité à avoir l'été qu'en hiver, on peut un peu plus se la couler douce. Non, mais est-ce qu'il y a d'autres incontournables dans tes journées avec ce nouveau métier ? C'est pas au quotidien, mais ça doit se faire régulièrement. C'est la comptabilité. Si on veut savoir comment la ferme, elle tourne, il faut... Et j'imagine que la comptabilité, c'est une de tes passions. C'est ça, et bizarrement, cette tâche m'a été allouée. Bizarrement, ouais. Alors, chacun ses légumes, et par contre, la comptabilité, c'est que pour toi. L'homme au tracteur, la fille à la compta. Mais c'est à peu près comme ça dans beaucoup de fermes. Aussi jeune soit-elle, aussi vieille soit-elle, ouais, c'est une constatation. Encore toute la partie administrative et comptabilité. Et souvent, la vente, c'est la femme aussi. Oui, qui m'en a parlé la semaine dernière, tiens, au marché. Effectivement, la plupart du temps, sur un couple d'agriculteurs, maraîchers, etc., c'est la femme qui est au marché. C'est très rare que ce soit l'homme. Ça t'embête ? En fait, à la base, c'est Pierre-Yves qui aurait dû faire le marché. Mais au moment où on a commencé le marché, donc en janvier de cette année, Pierre-Yves était dans les travaux de la maison et en fait ne pouvait pas consacrer autant de temps à partir. Donc on s'était dit, Sophie fera le marché au début et puis ce sera Pierre-Yves. Et puis en faisant le marché quelques semaines, quelques mois, je me suis rendu compte que les gens ils s'étaient habitués à moi et je ne sais pas si ça le faisait de changer. Et au final, moi ça me va bien.
Ouais, chacun y trouve son compte, là, maintenant. Finalement, la répartition, elle est pas... Enfin, elle vous convient. Ouais, ça nous convient. Est-ce que tu penses que, justement, il faut certaines qualités ou tempéraments pour faire ce que tu fais aujourd'hui ? Il faut aimer le boulot, évidemment. Il faut aimer avoir les mains dans la terre, les mains sales, changer son confort de vie, comme tu l'as dit dans l'introduction. Il faut aimer se dépenser quand même, parce que c'est physique hein, quand on est sous le soleil à planter ou à désherber. Enfin, on sue, quoi. Et puis, on ne peut pas se dire, j'y reviens dans une heure, parce que ça n'a pas avancé. Donc, il faut avoir du courage quand même aussi, ouais. Il faut être volontaire. Tu t'attendais à que ce soit si dur ou physique, si je puis dire ? Peut-être pas dur, mais physique. J'ai pas eu de mauvaise surprise. D'accord. T'étais préparée ? J'étais préparée, oui. Est-ce qu'il y a eu, ou est-ce qu'il y a encore, ou peut-être pas du tout, des moments de doute ? Le premier mois où on est arrivé en France, ça a été un mois particulièrement difficile pour moi à vivre. En fait, on est venu de Belgique en France à pied, ce qui nous a fait une transition donc en sac à dos. Une idée de Pierre-Yves et c'était justement faire la transition entre notre ancienne vie et la nouvelle, quoi. Pas venir en voiture pour dire voilà, on déménage et on change de vie. Une espèce de mini Saint-Jacques-de-Compostelle entre deux. Oui. Donc on a toujours beaucoup randonné tous les deux et donc c'était pas tellement un problème de marcher. Et puis on s'est dit, Pierre-Yves m'a soumis l'idée, j'ai accepté direct, de déménager à pied, quoi. Bon, après, on n'a pas déménagé à pied. On est venus tous les deux avec notre sac à dos. Après, vos affaires sont arrivées. Voilà, c'est ça. On n'a pas emmené notre frigo sur le dos. C'est ça. Mais donc, on a passé 40 jours donc, à marcher dans des conditions pas terribles. Dormir sur un petit matelas de 2 cm et se laver dans la rivière. C'était à quelle période de l'année, ça ? On est parti le 26 mars, donc au tout début du printemps. Donc, il faisait très froid. Ouais. Des nuits où l'eau dans la bouteille était gelée. Mais c'était une super expérience. On a rencontré des gens qui nous ont accueillis, qui nous ont logés, qui nous ont fait à manger. Enfin, vraiment très, très, très chouette. Et puis une fois, donc on était arrivé à notre maison, on s'est couché dans la cour, heureux de notre truc, enfin arrivé chez nous, tout ça. Et puis le premier mois, là, ça a été hyper dur, quoi, de se dire, voilà, ça y est, en fait, la nouvelle vie commence. Le nouveau livre que tu allais ouvrir, c'était... T'avais du mal à ouvrir la première page ? Ouais, mais en fait, je suis quelqu'un de très nostalgique dans ma vie et donc j'avais tous ces souvenirs avec mes copines voilà, il fallait vraiment que je tire un trait sur ma vie d'avant, surtout avec mes copains-copines, quoi. Ouais, je comprends. Et puis, une fois que ce mois est passé, eh bien, tout a roulé. Si j'ai des doutes au niveau du boulot, c'est pas des doutes, mais c'est que chaque année, on se remet en question, on fait un bilan l'hiver, puisqu'on a un peu plus de temps l'hiver que l'été, et puis on essaye d'améliorer nos techniques, de gagner du temps sur telle ou telle pratique, d'augmenter les parcelles, ceci, cela. Donc, ouais, on réajuste un peu chaque année. Ouais. Avec l'expérience que vous avez maintenant derrière. Voilà, oui. Est-ce qu'il y a un moment que tu as envie de nous partager, un moment important depuis ces années ici, là, sur le territoire, avec ce changement de métier, ou une rencontre peut-être ? Alors, rencontre, en fait, nous, on a la chance, en tant que maraîchers dans ce secteur, à faire partie d'un réseau de maraîchers bio solidaire. Oui. C'est-à-dire que chacun a ses débouchés de commercialisation. Jusqu'à maintenant, personne ne marche sur les plates-bandes des autres. Et à côté de ça, quand il y a besoin de bouts de tuyaux, ou de monter une serre, on est 10-15 direct chez l'un, chez l'autre. Et si je dois partager un souvenir, on était deuxième confinement, je pense. Et on était censé chacun rester chez soi, mais on était 15 à table chez nous parce qu'on venait de monter une serre. Et voilà. Ça, c'est un bon moment. C'était plutôt super. Ouais. C'était un super moment. Et en fait, c'est vraiment riche parce que si c'est pas pour des coups de main, c'est pour des questions sur des maladies sur les légumes ou un partage. Voilà, partage de connaissances et d'expériences. Est-ce que tu penses que ça aurait été différent sur un autre territoire ? Est-ce que tu penses que c'est propre au territoire, c'est propre à la profession ? Est-ce que tu aurais... Je me suis toujours posé cette question. Ah. Si on était... Parce qu'avant d'acheter la maison qu'on a achetée, on a hésité avec une autre qui était du côté de Piégu, donc à une demi-heure d'ici. C'est plus bas ? C'est plus haut. D'accord.
Mais c'est toujours en Dordogne. Hein. Ouais. Et je me suis toujours posé la question, si on était allé là-bas, est-ce qu'on aurait rencontré des gens aussi accueillants et sympas J'ai pas la réponse. En tout cas, si on était resté en Belgique, je suis sûre que la réponse est non. Il y a des nouveaux projets à la ferme, Curmont ? Le projet de cette année, c'était que Pierre-Yves arrête d'être infirmier parce que Pierre-Yves va quand même continuer à travailler comme infirmier jusqu'au mois d'avril de cette année. Et à raison d'une journée par semaine, c'est pas ça ? De 12 heures par semaine. D'accord. Ouais. Et un des projets, mais on ne sait pas dans quel futur il sera, c'est d'ouvrir un atelier poule pondeuse. Donc d'avoir, là on a 6-7 poules pondeuses, c'est vraiment pas grand-chose, mais d'avoir une 50aine de poules pondeuses, ça c'est des maraîchages. L'objectif c'est d'avoir plus de poules ? Oui, c'est pas de les transformer, oui. C'est D'accord. Des poules pondeuses. Des poules pondeuses, ok. Un atelier de poules pondeuses. Je pensais quand même à un atelier coloriage pour les enfants. Non, un atelier poules pondeuses, ok. Très bien. Est-ce qu'il y a des obstacles auxquels tu as dû faire face en tant que femme dans ce nouveau métier et sur ce territoire ? Il s'avère que tu es un homme. Je fais la compta. Je recommence. Je sais pas pourquoi c'est fait. Et voilà. C'est la fin. Souvent à la fin, on craque. C'est maintenant qu'il faudra un peu de vodka. Ouais. Est-ce qu'il y a des obstacles auxquels tu as dû faire face en tant que femme dans ce nouveau métier et de surcroît sur un nouveau territoire ? Si je dois parler du territoire et de ma place en tant que femme, je la vois pas. Je me sens bien en tant que femme dans ce territoire. Est-ce que, en termes de statut juridique sur votre exploitation, c'est qui le boss ? C'est moi. Ah, ça c'est bien. C'est bien, mais c'est que dans les papiers. Et puis en plus, c'est toi qui les fais, les papiers. Oui. Et c'est difficile, tu penses quand même, sur le territoire, d'être identifié comme la bosse ? Ou alors ils savent même pas ? Parce que je pense que des fois, sur le marché, je sais plus qui me disait, ou alors pas sur le marché, mais sur l'exploitation, il est où le patron ? Alors que le patron, c'est madame. Ça t'est déjà arrivé, cette situation ? Peut-être, mais ça me choque pas. En fait, c'est pas flagrant. Mais moi, ce qui me choque le plus, ou choc, c'est peut-être un mot trop fort, mais ce qui me heurte, c'est que c'est la génération papy qui, quand nous sommes deux devant le papy ou la mamie, ne parle que à Pierre-Yves. Ah oui. Parce qu'on l'identifie comme le boss. C'est la personne. L'agriculteur. Voilà, oui. Mais même si on parle de la pluie et du beau temps, quoi, la femme est inexistante. Après, je sais qu'on est considéré quand même par ces gens, même moi en tant que femme, parce que ils voient comment est le jardin et ils se doutent qu'il n'y a pas que Pierre-Yves qui travaille tout seul et que j'y mets quand même un peu les mains. Et comme ici, j'ai l'impression que dans cette région, on est considéré par l'ancienne génération, on est considéré, si on travaille, on est bien considéré. Papy, mamie, ils voient que chez nous, ça boulotte et donc ils ont de l'estime pour nous, quoi. T'as réussi à asseoir ta crédibilité en montrant ton travail. Même si dans les discussions, je m'incline, je sais que j'existe pas dans la discussion, mais j'ai accepté ça par rapport à cette génération uniquement. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est uniquement sur cette génération-là. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter là-dessus, sur le fait, sur les préjugés, les stéréotypes liés femmes, territoire, ruralité ? Ou tu penses qu'on a fait le tour ? Je veux juste insister que c'est une question de génération. Ce changement de métier, ce changement de territoire, est-ce que ça t'a changé, toi, en tant que femme ? Peut-être que ce qui a changé en moi, c'est le regard que les autres portent à mon égard, justement par rapport à ce qu'on vient de dire. Que le papy me regarde pas quand on parle, en fait, je m'en fiche parce que moi, je sais que s'il y a des patates et des haricots au jardin, c'est en partie grâce à mon travail et voilà. Je sais ce que je vaux et voilà. C'est ce qui compte pour moi. Quel est le meilleur conseil qu'on t'a pas donné et que tu voudrais partager aujourd'hui aux hommes et aux femmes qui auraient peut-être envie de sauter le pas sur un changement de territoire ou sur un changement de métier ? Est-ce qu'il y en a un ou plusieurs ? C'est une question hyper dure pour moi. Ouais. Mais j'ai quand même envie d'y répondre et je me suis cassé la tête
Je dirais que le conseil qu'on m'a pas donné, c'est que agriculture et enfants, c'est pas évident. Nous, Élise, elle est née la première année. Hein. On a monté les serres avec Élise dans la poussette. Il pleuvait. Donc, nous, on a fait tout en même temps, si on peut dire. On essaye de se dire qu'on a fait le plus dur. C'est qu'on a construit notre famille et notre projet en même temps et que là, les enfants grandissent. Et... Je pense que ça ne pourrait être que plus simple. Ben, c'est ce qu'on espère. Moi, je crois. Est-ce qu'il y a une femme ou des femmes auxquelles tu penses et qui pourraient prendre la parole sur ce podcast ? Bénédicte et Nadège, qui font toutes les deux du maraîchage, mais sur 2 fermes différentes. Et qui ont changé de territoire. Exactement, oui. Qu'est-ce que tu as gagné en changeant de travail, en changeant de métier et en changeant de territoire ? J'ai gagné de travailler chez moi, même si c'est un revers. Ouais. C'est un gain parce que là où en Belgique, j'avais 1h45, comme je l'ai dit, de trajet. Donc, ça change beaucoup. J'ai gagné en tranquillité et en calme. Et puis, on a gagné ce qu'on cherchait, c'était d'être loin des gens. Enfin, éloigner de la foule. De la foule. Par contre, tu viens de dire un revers. Oui. Tu peux m'en dire plus ? Que le bureau, c'est la maison. Et donc, parfois, la vie professionnelle prend le dessus sur la vie privée. Et ça peut être considéré comme un revers. Parfois, à table, on se rend compte qu'on parle que de boulot, quoi. Ouais, tout est très intimement lié. Et ça peut être compliqué. Il faut pouvoir mettre... et c'est pas facile. Et c'est ça aussi qui, justement, au fur et à mesure du temps, ça a évolué. Mettre une barrière, quoi. Avant, la première année, on faisait aucune pause. 7 jours sur 7, sans pause. Bon, les enfants sont arrivés, donc on s'est dit quand même, on va pas leur imposer ça. Et maintenant, on arrive à s'octroyer un peu de temps chaque semaine pour profiter à 4. Et des moments pour toi, il y en a ? Pas encore, mais c'est en cours de réflexion. En négociation ou en réflexion ? Non, c'est pas la négociation, c'est de la réflexion et du lâcher-prise de ma part. En fait, j'ai toujours des remords si je laisse Pierre-Yves, comme là, en fait, aujourd'hui, laisser Pierre-Yves bosser, alors que moi, je prends du bon temps, quoi. Même si je vais promener 1 heure toute seule, je vais toujours penser à la ferme, mais en fait, ce sera pas complètement... À la ferme ou aux enfants ? Ou les deux ? Ouais, un peu aux deux, oui. Pierre-Yves, il a bossé comme infirmier encore donc, jusqu'au mois d'avril de cette année. Donc, pendant 4 ans, il a bossé comme infirmier. C'était pas toujours facile pour moi de se dire que lui bossait ailleurs, ce qui lui demandait un gros effort parce qu'il bossait donc dans un EHPAD ou avec un système de soins qui devient décadent. Bon, on va pas rentrer dans le débat, mais c'était un effort pour lui d'aller bosser et moi qui restais à faire ce qu'on aime bien de faire. C'était du boulot, certes, mais... et donc, j'ai eu souvent des... Je sais pas si des remords, mais enfin... Culpabilisé, ouais. Une culpabilisation, ouais, à ce sujet-là. Après, je pense qu'il est quand même content quand tu passes du bon temps ailleurs, puis tu reviens pleine d'énergie, ou tu reviens... Enfin, tu vois, c'est une bulle d'oxygène aussi de s'octroyer un peu de temps pour soi, que ce soit le garçon ou la fille. Je pense pas que le problème vienne de lui. Non, c'est pour ça que je te le dis, droit dans les yeux. Mais je suis consciente de ça. Mais ça, c'est un truc de fille. Hein. Peut-être bien. De maman et de femme. Parce que depuis la nuit des temps, on s'occupe des autres. Oui, on assiste, oui. Mais en même temps, il n'y a pas non plus beaucoup d'opportunités de créneaux horaires, quoi. Oui, non. Justement, si on n'a pas beaucoup, d'en avoir une de temps en temps. C'est stoppé. Est-ce que tu veux nous partager quelque chose dont tu serais vraiment le plus fier, la plus fière ? Si je dois répondre à la question, ce dont je suis le plus fier, je pense que ce serait, je sais pas, si on a fait une photo quand on est arrivé, si on fait une photo maintenant, 6 ans après, se dire que c'est nous qui avons créé tout ça, voilà, c'est ça dont je suis le plus fier de ce que nous avons fait tous les deux, quoi. Sachant qu'il y a 2 petits-enfants aussi qui sont arrivés en cours de route. Ouais, et ça, c'est pas... C'est pas rien. Ouais, c'est pas rien. Si ta famille, elle était autour de la table avec nous aujourd'hui, à ton avis, qu'est-ce qu'elle te dirait ? Qu'est-ce qu'elle nous dirait ?
Je pense que mes parents, ils diront qu'ils sont fiers de ce qu'on a construit, mais que quand même, on travaille beaucoup et pour pas grand-chose. Enfin, je veux dire, c'est assumé. Là, c'est assumé. Carrément. Complètement. J'ai l'impression que j'ai donné des bons côtés du métier, là. Oui. Mais parce que j'aime bien le métier. Bien sûr. Mais que travailler avec son conjoint, c'est pas toujours évident. Que parfois, le conjoint prend le rôle du chef et ça, c'est pas toujours facile à vivre. Quoi. Le conjoint d'un côté comme de l'autre. De l'autre, le conjoint ou la conjointe. Et que, comme je l'ai dit tout à l'heure, parfois, la vie professionnelle prend le dessus sur la vie privée et qu'il faut toujours faut pas toujours, mais il faut par un moment se recentrer sur le couple et sur mettre la vie professionnelle un peu de côté. Et... Ça veut dire aussi qu'il faut prendre soin de vous, à deux, et puis en séparer. C'est ça. Est-ce que ça veut dire aussi qu'il ne faut pas travailler ensemble ? Non, ça ne veut pas dire ça. D'accord. C'est une super expérience, c'est un projet, c'est une construction de quelque chose qui est, à mon avis, dans mon cas, indispensable à faire en couple, quoi. Mais en tout cas, c'est quelque chose d'important à savoir pour celles et ceux qui voudraient... Oui. C'est ça que tu veux c'est partager ? C'est ça que je veux transmettre, oui. Ouais, que c'est pas parce qu'on connaît son conjoint ou sa conjointe qu'on connaît comme collègue et qu'il y a, il y a des limites à mettre, enfin un cadre en tout cas. Et comme je disais tout à l'heure, on a chacun nos légumes, on a chacun nos tâches. Ça paraît un peu ça surprend au départ. Protocolaire, quoi, mais en fait c'est top parce qu'on a tellement de choses dans la tête pour le jardin, pour l'administratif, qu'il faut se communiquer déjà. Si en plus de ça, il faut se dire... Aujourd'hui, j'ai fait ça. Ouais. Non, les choses, elles sont réglées. Chacun fait ce qu'il a à faire. Ça ne veut pas dire qu'on n'inverse jamais les rôles s'il y a un besoin, mais au moins, ça tourne comme ça, quoi. Maintenant que tu le sais, si tu revenais en arrière, tu le ferais quand même ? Je le ferais quand même, oui, parce que comme je l'ai dit, je pense que... pour nous deux, c'est indispensable de le faire tous les deux. Oui. D'accord, donc tu le referais. Merci pour ce partage. Je suis certaine qu'il sera utile et qu'il fera résonance au moins à l'une ou à l'un d'entre nous. Pour conclure cet épisode et pour m'encourager à en produire d'autres, on partage l'épisode à son entourage. Ça veut dire la famille, les amis, les collègues, les voisins. Et le Graal, ça serait d'aller mettre des étoiles et des commentaires sympathiques sur Apple Podcast et Spotify. Abonnez-vous à la chaîne de podcast pour être informé puis pour recevoir facilement les nouveaux épisodes. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux des Nouvelles Filles de la Campagne, Instagram, Facebook, LinkedIn, j'en passe et des meilleurs. Et si vous aussi, vous avez des filles en tête, des femmes, des nanas qui pourraient partager leur histoire, n'hésitez pas à me contacter sur lesnouvellesfillesdelacampagne@gmail.com. Si vous avez envie d'échanger avec les Nouvelles Filles de la Campagne, sachez que je mettrai leurs coordonnées dans les descriptifs du podcast. Je vous souhaite une bonne journée, une belle soirée et je vous dis à bientôt. Merci.